Voilà, merci. Nous allons maintenant donc procéder à l'audition commune de messieurs Yann Fichet et Mathieu Boulaton, respectivement directeurs des affaires institutionnelles et industrielles et directeur de la production des semences de grande culture de la société Monsanto. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à messieurs Fichet et Boulaton de prêter serment. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Yann Fichet, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Et monsieur Mathieu Boulaton, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci messieurs. Et à la suite de votre exposé introductif, ma collègue rapporteure, Leïla Aïchi, vous posera un certain nombre de questions, puis les membres de la commission d'enquête présents, ils ne sont pas nombreux à cette heure, mais qui pourraient encore venir, nous vous solliciterons à notre tour, sachant que nous avons 3 quarts d'heure devant nous. Voilà. Merci, nous vous écoutons. Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Yann Fichet, je m'occupe des affaires institutionnelles de l'entreprise Monsanto en France. Je voudrais dire quelques mots d'introduction sur ce qu'est l'entreprise Monsanto, ce qu'elle fait en quelques mots simplement, et en particulier dans ce pays. Et puis, si vous le voulez bien, nous avons 2 grands sujets sur lesquels nous souhaitons intervenir. Et je vous expliquerai les raisons de ces 2 grands sujets, mais qui ont trait aux préoccupations, si nous les avons bien comprises, aux préoccupations de votre commission d'enquête. Alors Monsanto est une société de semences, une société semencière, qui s'intéresse qu'à 3 grandes activités principales en France, qui sont d'une part les semences de grande culture, et en disant ça, je parle des semences de maïs et de colza, également les semences maraîchères, ou semences potagères, ça dépend, elles ont plusieurs... Elles s'appellent de manière différente, et également une 3e activité qui est la protection des plantes, c'est-à-dire l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce sont les 3 grandes activités, sachant qu'on a d'autres activités annexes ou en cours de développement qui sont par exemple le biocontrôle, c'est-à-dire la recherche et la mise sur le marché de produits naturels qui seraient utiles à l'agriculture. Monsanto est en France depuis 40 ans. Aujourd'hui, Monsanto est une société qui se consacre à 100% à l'agriculture. Qui a 600 personnes en France, et ces 600 personnes travaillent sur 11 sites en France, qui sont principalement des stations de recherche dans les cultures que j'ai mentionnées juste avant, mais également, parmi ces 11 sites, il y a 2 sites, disons, industriels de production de semences, dont mon collègue Mathieu Boulaton vous parlera plus en détail. Monsanto est établi par ailleurs, c'est une société internationale établie dans 150 pays, c'est-à-dire dans 57 pays, 57 pays où nous sommes établis, c'est-à-dire où nous avons des établissements, que ce soit des établissements industriels ou de recherche. Puisque j'ai parlé de la recherche, du fait que Monsanto travaille uniquement pour l'agriculture, c'est également une entreprise qui est une entreprise de recherche et de développement, puisque nous investissons annuellement 1,7 milliard de dollars, enfin c'est ce que nous avons investi en tout cas l'année dernière, en 2014, 1,7 milliard de dollars en recherche et développement. Ça représente environ 11% de notre chiffre d'affaires mondial. Et je précise que cet effort de recherche est fait à 95%, si ce n'est plus, est fait dans le domaine des semences principalement. Nous avons, je le disais tout à l'heure, une activité phytosanitaire avec des produits anciens et connus, mais nous n'avons plus de recherche dans le domaine des produits phytosanitaires. Alors, concernant les préoccupations de la commission d'enquête, nous avons identifié deux pôles principaux. D'une part, les outils industriels que nous avons en France et leur impact éventuel sur l'air. Et d'autre part, les produits phytosanitaires, et en particulier le glyphosate. Et si cela convient, je vais commencer par parler du glyphosate, et mon collègue Mathieu Boulaton parlera du dispositif industriel.
Concernant le glyphosate, alors je voudrais rappeler simplement que la procédure, comment dirais-je, la réglementation concernant les produits phytosanitaires, c'est en fait le règlement 1107/2009, qui est un règlement extrêmement exigeant et qui demande aux pétitionnaires de faire homologuer tous les produits phytosanitaires avant de pouvoir les commercialiser. À la suite de ce processus, on a une autorisation de mise sur le marché qui dure 10 ans. Dans le cas du glyphosate, le dossier de réhomologation a été soumis en 2012 et un nouveau dossier de réhomologation a été redéposé en 2012. C'est un dossier de renouvellement décennal qui contient des centaines d'études réglementaires, d'études scientifiques, que ce soit d'études d'origine des entreprises ou bien des études publiques. Je voudrais dire que dans ce cas-là, il y a environ 25 pétitionnaires, puisque la matière active est dans le domaine public. Plusieurs entreprises peuvent être intéressées, et dans ce cas-là, un dossier commun a été déposé par l'ensemble des pétitionnaires. La procédure d'autorisation de mise sur le marché est une procédure à 2 étages, ou à 2 niveaux, si je puis dire. D'une part, il faut obtenir l'autorisation de la matière active au niveau européen, et c'est ce dont je vais parler principalement. Et ensuite, dans un deuxième temps, chaque entreprise présente un dossier pour chacune des préparations ou formulations qui seront proposées à la commercialisation dans l'État membre concerné, donc la France en particulier. Dans ce processus également, il y a un rapporteur qui a la responsabilité d'examiner scientifiquement l'ensemble des données et du dossier scientifique qui a été soumis pour ce qui concerne le glyphosate. Et dans ce cas-là, le rapporteur est l'Allemagne, et en particulier une institution scientifique qui s'appelle Bundesinstitut für Risikobewertung, excusez mon accent, ça veut dire l'Institut fédéral d'évaluation des risques. Donc, dans le cas présent, c'est cette institution allemande dont l'acronyme est BFR, qui a procédé à l'examen de cette matière active. Actuellement, donc, cette institution, le BFR, a fini son travail d'évaluation de la matière active, d'évaluation du dossier, et son compte-rendu a été soumis à l'Union européenne, et c'est donc à l'Agence européenne de sécurité alimentaire, à l'EFSA, de produire un rapport. Concernant un événement récent sur le glyphosate, il y a une institution qui s'appelle le CICR, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui a publié, qui a fait sortir une publication dans un journal anglais qui s'appelle le Lancet, et qui, sur 2 pages, parle de 6 ou 7 différentes matières actives, dont le glyphosate. Tout ça pour dire qu'il y a relativement peu de choses sur le glyphosate, mais en tout cas, le glyphosate est classé comme cancérigène de la catégorie 2A, c'est-à-dire cancérigène probable, selon les normes de cette institution, le CICR. Il convient de resituer cette opinion du CICR par rapport au processus de réhomologation décennale européen, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire, simplement en citant, si vous le voulez bien, quelques extraits d'un document du BFR, c'est-à-dire de l'institution allemande chargée de l'évaluation des risques, en date du 23 mars 2015, et alors je m'appuie là sur un document, les documents originaux sont en anglais et en allemand. Là, j'ai sous les yeux un document en français, mais qui a été traduit par une experte traductrice assermentée auprès de la Cour d'appel. Donc, je m'appuie sur ce document-là. Je vous en cite quelques éléments. Dans le cadre de la réévaluation de la substance du glyphosate par l'Union européenne, l'Allemagne étant l'État membre rapporteur, l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques
a été chargé de l'évaluation des risques pour la santé humaine et a déclaré que le glyphosate n'était pas cancérogène. Cette évaluation a été appuyée par d'autres institutions compétentes nationales, européennes et internationales d'évaluation sanitaire, y compris la réunion conjointe FAO-OMS sur les résidus de pesticides. Donc c'est une autre agence qui dépend, comme je viens de le dire, de la FAO et de l'OMS, et qui a évalué aussi le glyphosate à un autre moment et qui a considéré qu'il n'était pas cancérigène. Cette dernière phrase est de moi, ne figure pas dans le document du BFR. Un petit peu plus loin dans son document, le BFR indique que la classification du glyphosate en tant qu'agent cancérogène du groupe 2A, telle que publiée le 20 mars 2015 dans la revue Lancet, est surprenante. C'est ce qui est indiqué dans ce document. Un petit peu plus loin, le BFR ajoute « La base de données sur laquelle repose l'évaluation par le CIRC n'est malheureusement pas connue. » Et pourquoi elle n'est pas connue? Simplement parce que dans la publication du Lancet, je vous ai dit qu'elle était très courte, elle fait 2 pages, et il y a très peu d'éléments pour effectivement juger sur quelle base cette évaluation a été faite. Et c'est ce que dit d'ailleurs le BFR. Pour l'heure, un examen global et scientifiquement sain des données et des arguments ayant débouché sur la conclusion du CIRC est donc tout simplement impossible. Plus loin, le BFR indique qu'il a compilé la base de données toxicologiques la plus complète, probablement au niveau mondial, concernant le glyphosate. C'est en fait l'ensemble de ces études dont j'ai parlé tout à l'heure. Le BFR, un petit peu plus loin, le BFR ajoute « Le BFR estime qu'aux fins d'évaluation toxicologique et des risques d'une substance, il convient de prendre en compte l'ensemble de la base de données et non pas uniquement une sélection plus ou moins arbitraire d'études. » Et je terminerai là-dessus, mais je voudrais rajouter un dernier point, extrait donc de cette opinion du BFR, c'est qu'il indique que le risque qui a été évalué par le CIRC s'appuie sur 3 études épidémiologiques. Je n'irai pas plus loin, il y a un petit peu plus de détails dans le document. Et le BFR, quant à lui, dit « Fondé sur l'évaluation de plus de 30 études épidémiologiques, le rapport actuel du BFR, c'est-à-dire l'autorité compétente allemande, à l'Union européenne est parvenu à la conclusion globale qu'il n'existe aucune relation validée ou significative entre l'exposition au glyphosate et un risque accru de lymphome non-hodgkinien ou d'autres types de cancers. » Je ne suis pas cancérologue, je vous le dis tout de suite, donc je préfère me contenter de lire cette phrase plutôt que de la commenter. Le BFR, dans son document, termine « Le BFR procédera donc à un examen rigoureux de la classification publiée par le CIRC une fois que la monographie sera mise à disposition. » Voilà ce que je voulais indiquer concernant le glyphosate et cet événement récent concernant le CIRC. Un autre point que je souhaitais indiquer également, c'était par rapport à la présence de phytosanitaires dans l'air. Nous nous sommes informés auprès de notre interprofession pour savoir de ce qu'il en était, sachant que les mesures dans l'air ne sont pas systématiques dans les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. En tout cas, depuis 2002, il semblerait qu'il y ait environ 150 000 analyses qui étaient réalisées de produits phytosanitaires dans l'air et que 90% de ces analyses n'aient donné aucune trace de produits phytosanitaires dans l'air. Et que dans les cas où ça en a donné, eh bien, les niveaux étaient de l'ordre de 0,01 à 0,04 nanogrammes par mètre cube, c'est-à-dire les nanogrammes, c'est 1 milliardième de gramme. Donc sont très faibles et souvent entre 100 et 1000 fois plus faibles que les taux comment on peut appeler ça, de polluants qui peuvent exister dans l'air par ailleurs. Bon, ça, c'est une considération générale que j'ai obtenue auprès de notre syndicat interprofessionnel. Concernant le glyphosate plus spécifiquement, je dirais qu'il y a quelques propriétés physico-chimiques qui sont fournies dans le dossier d'homologation, et la principale propriété du glyphosate, c'est qu'il n'est pas volatile.
il n'est pas volatile et il est soluble dans l'eau. Et ces deux caractéristiques font qu'il y a peu de chances d'en retrouver dans l'air. Et si jamais on en retrouvait, parce que finalement, quand un agriculteur pulvérise dans un champ, on peut comprendre facilement que si on va prendre un échantillon dans une proximité immédiate de cette pulvérisation, on peut en trouver dans l'air. C'est le bon sens même. Mais quelque temps après, on n'en retrouve plus parce que le glyphosate se dégrade par oxydation photochimique et que la demi-vie mesurée telle qu'elle figure dans le dossier est de 1h06. La demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel il y a une dégradation de la moitié de la quantité de glyphosate initialement présente. Voilà ce que je peux dire ce que je souhaitais dire sur la présence de glyphosate dans l'air. Sachant que ce sont des sujets qui sont également discutés dans le contenu même du dossier d'homologation qui est soumis aux autorités compétentes européennes, lequel dossier a été examiné par les autorités compétentes allemandes. Les autres autorités compétentes des autres États membres ont également l'opportunité de regarder le dossier, de faire part de leurs remarques, objections, commentaires, questions supplémentaires, etc., pour enrichir le dossier et pour que nous répondions au dossier. C'est ce qu'a fait en particulier l'ANSES pour ce qui concerne la France. Je vous remercie. Si vous avez fini, on va écouter M. Boulaton. Passage de relais, autant avoir les deux. Merci. Très bien, merci. Bonjour. Alors, utilisez bien votre micro. Voilà, vous l'amenez vers vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais m'attacher plutôt à vous parler des aspects industriels de notre activité. D'abord, pour vous dire que M. Fichet vous l'a dit, on a 11 sites en France, des sites de recherche et de production. Pour ce qui est du Roundup, nous n'avons pas d'activité de production de Roundup en France. L'usine qui approvisionne le marché européen est située à Anvers, dans le port d'Anvers, en Belgique, et donc alimente le marché européen. Le marché français est donc alimenté depuis cette usine. En France, nous sommes équipés d'outils industriels pour mettre à disposition des agriculteurs français et européens des semences conventionnelles, donc semences de maïs, semences de colza et semences potagères. 2 unités de production principales, une à Pérorat dans les Landes et puis une seconde à Trèbes, près de Carcassonne, dans l'Aude. Nos usines, tout d'abord, elles sont encadrées, c'est un choix de l'entreprise par un certain nombre de certifications. Donc nous disposons des certifications ISO 9001 pour les aspects qualité, les certifications OCHAS 18001 qui touchent à la sécurité des opérateurs et de nos opérations, et puis de la certification ISO 14001 qui, elle, assure la parfaite protection de l'environnement. Donc notre usine de Pérorat, par exemple dans les Landes, qui est notre outil principal, dispose de ces 3 certifications. J'en profite pour préciser que l'usine d'Anvers, pour le Roundup, a le même panel de certifications, ces 3 certifications. À ces certifications s'ajoute un certain nombre d'autres initiatives dont vous avez certainement entendu parler. Le plan qualité poussière, qui est une certification française, des outils industriels qui mettent à disposition les semences pour s'assurer que celles-ci sont exemptes de poussière et donc elles sont aptes à être plantées sans émettre des poussières qui pourraient être nocives. Donc plan qualité poussière, et puis l'ESTA, dont vous avez certainement aussi entendu parler, qui est la certification européenne, l'assurance européenne pour le traitement. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Et puis la dernière certification qui est également utilisée, c'est le Certifito, dont vous avez certainement aussi entendu parler, sur la formation de nos opérateurs et la vérification des bonnes pratiques dans nos usines. Juste un mot sur le process. La fabrication de semences est un process assez simple. On est approvisionné par un réseau d'agriculteurs multiplicateurs qui travaillent sous contrat et qui alimentent des usines en semences. Ces semences, elles sont reçues, elles sont séchées, elles sont sélectionnées et triées,
Elles sont enrobées dans certains cas. Certains agriculteurs demandent des semences protégées, donc elles peuvent être protégées avec des produits fongicides ou des produits insecticides. Et puis elles sont conditionnées dans des sacs papier. On a l'habitude de parler de doses de semences. On vend un nombre de grains, donc c'est le produit qu'on met à disposition de nos agriculteurs. C'est un process qui est sec. Donc ces semences, ce calibrage se fait de façon mécanique. Et puis on commence à utiliser des outils optiques qui est certainement l'avenir de nos usines. Donc triage mécanique et puis l'enrobage avec un ajout d'eau pour que le produit puisse être collé et appliqué sur les semences, mais dans des quantités très, très limitées. Donc c'est un process très propre, sans déchets particuliers. Pour en arriver à notre sujet d'émissions dans l'air, l'ensemble de nos process sont sous aspiration. Donc, de façon très simple, hein, on a des systèmes d'aspiration qui viennent créer une dépression et aspirer les poussières qui peuvent être des poussières naturelles des semences. Les semences sont naturellement poussiéreuses quand elles arrivent du champ. Ces systèmes d'aspiration permettent de collecter ces poussières et de les diriger vers des filtres qui sont des filtres à manches, comme un système d'aspirateur. Hein, le sac retient les poussières. Pour s'assurer que nos process sont propres, ces points d'émission d'air, points d'émission de poussière ou d'aspiration de poussière sont soumis à des tests annuellement. Donc de façon annuelle, on vient faire des mesures et s'assurer qu'on est dans les seuils réglementaires. Donc pour cela, nos activités sont encadrées par des arrêtés préfectoraux, hein, qui viennent vérifier et définir les standards industriels. Donc on mesure l'émission de ces différents filtres et on s'assure qu'on est dans les seuils. Et ces résultats sont publiés de façon annuelle, hein, mis à disposition des officiels. Pour l'ensemble de nos usines. Je voudrais revenir sur le plan qualité poussière et la certification ESTA, hein, qui a débuté il y a une dizaine d'années, dans les années 2003-2004, à l'initiative des semenciers, hein, et de l'Union française des semenciers. C'était une démarche volontaire qui avait pour objectif d'assurer la maîtrise du risque d'émission des poussières issues des semences traitées avec des produits phytosanitaires. Avec deux objectifs principaux. Le premier, de renforcer les bonnes pratiques industrielles. Et puis le deuxième, c'était de s'imposer des hautes exigences, un haut niveau d'exigence. Ceci pour protéger l'environnement et puis pour aussi assurer la santé des opérateurs qui travaillent dans nos usines. Nous sommes audités annuellement par le GNIS, qui est le groupement national interprofessionnel des semences, qui a confié à son organe certificateur, le SOC, le service officiel de contrôle, de s'assurer que nous respectons ce référentiel et l'ensemble de ces exigences. Pour information, les derniers audits, hein, dans nos usines de Peyrehorade et de Trèbes ont eu lieu respectivement en février et en avril, et ont donné lieu à la reconduction de cette certification. Dans cet audit sont vérifiées la compétence du personnel, la vérification de l'application des standards tels que la qualité, les recettes d'application, les fiches de sécurité, le contrôle de nos process, les tests de poussière sur nos semences, la traçabilité et l'étiquetage, l'analyse du risque, les niveaux de poussière dans nos semences, hein, puisque l'ensemble de nos lots passe dans un plan de contrôle, et dans ce plan de contrôle, nous vérifions la poussière pouvant être contenue dans ces semences. Et puis le dernier objectif, c'est l'amélioration continue, puisque à l'issue de chacun de ces audits, des observations ou des recommandations sont émises afin d'améliorer nos process. Et juste pour terminer, je voulais en profiter pour dire ici que la société a investi ces dernières années, et dans ces investissements qui ont permis d'augmenter la capacité industrielle, nous nous sommes aussi rééquipés d'un certain nombre d'outils
pour avoir dans nos usines les équipements les plus performants. Et dans la performance, il y a la protection de l'environnement. Donc on s'est équipé par exemple à Pérorade d'une chaudière biomasse. Quand on récolte le maïs et quand on reçoit le maïs, nous avions par le passé un déchet qui était la rafle de maïs, donc la partie centrale de l'épi qui tient les grains, qui était hier géré comme un déchet, qui aujourd'hui sont brûlés dans nos usines pour diminuer notre empreinte écologique en limitant notre consommation en gaz et grâce à l'énergie qui est générée par la combustion de ces rafles. Et juste pour vous donner un chiffre que j'ai pas loin, nous consommions 15 000 mégawatts. 15 000 mégawatts. Voilà, 15 000 mégawatts, c'est l'énergie que cette chaudière permet de générer. Ouais, donc vous polluez moins l'atmosphère avec cette chaudière. Merci en tous les cas. J'ai plus le sentiment, d'ailleurs, vous nous avez parlé des process, et sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue rapporteure, Leïla Aïchi. Je voulais vous poser évidemment un certain nombre de questions en lien avec votre activité que vous avez autour des sujets liés à l'agriculture. Je voudrais vous poser une première question. Est-ce que vous pensez que cette commission d'enquête vous concerne ? Je rappelle le titre, le coût économique et financier de la pollution de l'air. La deuxième question, pour répéter un peu ce que vient de dire mon collègue, je suis ravie de savoir que vous respectez de manière scrupuleuse les normes ISO 9000 et compagnie. Je vous rappelle simplement, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Et je me permets de vous poser une question. Parmi les pesticides que vous vendez, certains sont-ils cancérigènes, mutagènes ou rétrotoxiques ? Est-ce que vous pensez que les pesticides de Monsanto se retrouvent dans l'air et dans les aliments ? Ma deuxième question. Pour en revenir, j'ai bien entendu votre argumentation qui consiste à écarter d'un revers de la main l'analyse du Centre international de recherche sur le cancer et qui considère que le glyphosate dont vous expliquez, en fait, on peut donc manger, à vous entendre, on peut donc le servir sans difficulté aucune, puisqu'il n'y a pas de sujet d'après vos propos, sachant que c'est le composant principal du Roundup. Et entre 2008 et 2013, 138 392 000 tonnes de glyphosate ont été épandues en France, loin devant le deuxième pesticide le plus utilisé, le soufre, à hauteur de 37 822 000 tonnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire devant cette commission d'enquête, dont je vais éviter de vous rappeler les articles du Code pénal dont je viens de vous parler, les 138 392 000 tonnes d'une molécule cancérigène selon le Centre international de recherche sur le cancer, autorisé en agriculture, mais aussi dans un cadre domestique au plus près de nos enfants. Est-ce que vous pensez que ce glyphosate n'est pas dangereux pour la santé de nos concitoyens, puisque, comme vous le savez, nous avons un taux de cancer particulièrement élevé, notamment dans le sud de la France, où il y a beaucoup d'agriculture, que nous avons eu un certain nombre d'auditions dans lesquels justement il est explicité que beaucoup de pesticides sont cancérigènes, et je suis très étonnée de la manière dont vous présentez vos produits. Donc j'aimerais avoir votre position sur ce sujet de manière très précise et non pas une explication de l'organisation de votre entreprise. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le coût économique et financier de la pollution de l'air et les pesticides, contrairement à ce que vous avez dit, puisque tout à l'heure, vous nous avez, M. Fichet, précisé que dans 90% des études dont vous avez parlé, il y a eu 150 000 analyses, et 90% des études, vraisemblablement, il y aurait très peu de taux de pesticides, d'après votre syndicat interprofessionnel. Donc j'aimerais bien connaître le nom de ce syndicat interprofessionnel dont vous avez parlé tout à l'heure, puisqu'il me semble extrêmement
important de le savoir. Et simplement pour remettre le débat en perspective, l'ensemble des personnes que nous avons auditionnées depuis le début de cette commission, en ce qui concerne particulièrement la pollution de l'air, l'établissent grosso modo un tiers pollution liée à la circulation automobile, un tiers lié au chauffage et un tiers lié aux pesticides. Et particulièrement dans le pic de pollution que nous avons connu en Île-de-France, il y avait une part des pesticides qui était absolument non négligeable. Donc je suis très étonnée par les chiffres dont vous venez de nous parler. Donc j'attends votre réponse et je vous remercie. J'espère que j'ai noté toutes les questions, mais je vais essayer de... Ne vous inquiétez pas, je vous les rappellerai. Vous m'avez demandé dans un premier temps si le produit était mutagène, reprotoxique ou cancérigène. Non, la question que je vous ai posée précisément, c'est parmi les pesticides que vous vendez, l'ensemble des pesticides que vous vendez de Monsanto, est-ce que certains, selon vous, sont-ils cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques? Oui, alors, moi, personnellement, je n'ai pas la prétention de dire ça parce que je n'ai pas la compétence scientifique pour le faire. Une entreprise comme la nôtre demande des autorisations de mise sur le marché auprès des autorités compétentes, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les autorités compétentes des États membres, que ce soit les autorités compétentes aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. En général, ces autorités compétentes demandent l'avis scientifique d'une commission d'experts qui examine notre dossier et qui apporte ses conclusions. En l'occurrence, je vous ai lu tout à l'heure les conclusions du BfR, qui est l'autorité compétente allemande pour le glyphosate, et qui a été, me semble-t-il, très clair par rapport à votre question dans sa réponse. Depuis 40 ans, je parle essentiellement du glyphosate parce que Monsanto a très peu de produits phytosanitaires et en commercialise principalement deux, dont le plus important est le glyphosate. Donc pour ce produit-là, depuis qu'il est utilisé depuis 40 ans, les autorités compétentes des différents pays, les comités scientifiques, etc., ont toujours conclu que le produit n'était ni mutagène, ni cancérogène, reprotoxique. Voilà. C'est ce que je peux répéter de la part de tous ces comités d'experts qui existent, que ce soit même l'ANSES a des avis dans ce sens-là en France, l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, a un avis dans ce sens-là. Aux États-Unis, l'EPA a un avis qui va dans ce sens-là. Enfin, bref, de manière constante, depuis 40 ans que le produit est utilisé, les conclusions ont toujours été les mêmes. Et vous pouvez m'expliquer comment se fait-il que nous observons dans notre pays particulièrement que les agriculteurs qui utilisent les pesticides ont un taux de cancer largement supérieur à la population d'une manière générale? Il existe actuellement je ne suis pas spécialiste de cette chose-là, mais il existe actuellement une étude dont le nom m'échappe à l'instant, mais je pourrais vous le donner ensuite, une étude qui est faite, une étude d'épidémiologie qui indique très clairement que par rapport à la population générale, les agriculteurs ont moins de cancers en moyenne, tout cancer confondu, les agriculteurs ont moins de cancers que la population générale. Je me permets de le dire. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans plus de détails ici parce que je ne les ai pas. Mais cette étude, je pourrais vous en fournir l'intitulé exact. Concernant... oui, vous m'avez posé également une question sur le syndicat interprofessionnel auquel nous appartenons. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait... l'Union française des semenciers pour ce qui concerne les semences. Concernant les produits phytosanitaires, il s'agit de l'UIPP, l'Union interprofessionnelle de la protection des plantes. L'UIPP. UIPP. Je connais. Concernant la... Vous avez parlé tout à l'heure d'une étude dans laquelle vous avez dit que dans 90% des études, l'impact des pesticides dans la pollution de l'air était infime. Non, précisément. Si je peux me permettre, oui, redites-le précisément. Les statistiques qui m'ont été fournies par l'UIPP me disent que depuis 2002, environ 150 000 analyses auraient été répertoriées par l'UIPP en tout cas. Est-ce que c'est toutes les analyses? Je ne sais pas, mais en tout cas 150 000. Et que pour 90 d'entre elles, aucune substance n'aurait été détectée. 90%. Pour 90% d'entre elles, pardon. Oui. À ce sujet... Aucune substance phytosanitaire. Non, mais à ce sujet, je vais prendre un autre exemple qui n'est pas en France, mais les comparaisons sont toujours intéressantes. En 2011, une étude de l'US Geological Survey Office a montré des traces de glyphosate dans la majorité des échantillons d'air de 2 États américains à forte production agricole.
le glyphosate était présent dans 86% des échantillons collectés dans le Mississippi et contenant des pesticides. Confirmez-vous ces données? Et savez-vous, même si vous avez déjà répondu, je préfère être sûr de l'avoir bien compris, savez-vous quel est le taux de présence de glyphosate dans l'air en France? En tous les cas, dans les échantillons qui ont été réalisés et prélevés. Alors, concernant l'étude américaine, effectivement, nous avons identifié cette étude et elle fait partie du dossier d'homologation d'ailleurs qui a été soumis aux autorités compétentes européennes, je le précise. Donc, elle fait partie de la discussion et fait partie des centaines d'études qui sont par ailleurs soumises aux autorités compétentes. Donc, elle est dans la discussion. J'ai 3 éléments que je voudrais apporter par rapport à cette étude. Le premier, c'est que les conditions américaines ne sont pas les conditions françaises. Ça, c'est un élément important. Et je voudrais montrer une différence particulière. C'est par exemple en France, il n'y a pas de traitement aérien. Il n'y a pas de traitement aérien, alors qu'aux États-Unis, il y a des traitements aériens. Donc, il y a encore un peu de traitement aérien. Ils ont été fortement réduits, mais il en existe encore un petit peu. Pas avec du glyphosate, si je peux me permettre. Oui, d'accord. Si je peux, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'après les spécialistes, et c'est l'objet de la discussion dans le dossier, le protocole serait critiquable, et en particulier au niveau de la méthode d'analyse qui a été utilisée pour analyser le produit dans l'air, la méthode d'analyse n'a pas été validée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été testée pour sa reproductibilité, sa régularité, etc. Je ne fais ici que rapporter des propos de spécialistes que j'ai lus moi-même dans le dossier. Donc cette étude, elle est un petit peu remise en cause de ce point de vue-là. C'est tout ce que je peux en dire, mais je reviens sur un point que j'ai mentionné, que je voudrais redire ici, c'est que on pulvérise des produits phytosanitaires avec des équipements qui s'appellent des pulvérisateurs dans les champs. Ces équipements doivent être utilisés selon les bonnes pratiques d'utilisation. Les gouttes qui sont faites, ce ne sont pas des aérosols, ce sont des gouttes qui ont une taille relativement moyenne, relativement importante, et qui doivent faire en sorte que le produit, bien sûr, tombe sur la plante qu'il doit traiter ou sur la mauvaise herbe quand il s'agit d'un désherbant. Donc, il y a des bonnes pratiques à respecter pour éviter justement que les pulvérisations aillent n'importe où et au-delà de la culture qu'ils ciblent. Et ça, c'est excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi ces normes d'utilisation sont-elles importantes si ce n'était pas un produit nocif? Parce que dans tous les cas, on utilise des produits... Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de conséquences sanitaires sur le glyphosate. Et à l'instant, vous avez expliqué qu'il y a des normes pour l'utilisation. Donc, n'importe quel produit qui n'a pas de conséquences pour la santé. Si j'utilise du sucre, je n'ai pas besoin de mettre des gants et un masque. Et là, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de conséquences par rapport aux produits que vous vendez. Et dans le même intervalle, vous expliquez qu'il y a un besoin. Alors, pourquoi faut-il utiliser un dispositif particulier pour utiliser les produits que vous vendez? Les produits phytosanitaires ne sont pas des produits anodins dans tous les cas. Donc, il faut avoir des bonnes pratiques d'utilisation. Ces bonnes pratiques concernent à la fois l'utilisateur... Excusez-moi de vous interrompre, je voudrais qu'on soit très précis. Pourquoi ces produits ne sont pas anodins, s'il vous plaît? Parce que ce sont des produits chimiques et que quand ils sont utilisés sans respecter les bonnes pratiques d'utilisation, ils peuvent avoir un effet. Quel effet? Vous êtes un professionnel, vous savez ce que vous vendez, vous avez une responsabilité en tant que professionnel d'informer les gens qui consomment vos produits. Quels sont les effets? Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette responsabilité-là et nous l'assumons largement. Il y a une étiquette sur le produit pour expliquer exactement comment le produit doit être utilisé, comment il doit être stocké, comment il ne doit pas être utilisé éventuellement. Et ensuite, nous avons également un certain nombre d'outils d'information pour expliquer aux gens comment utiliser et bien utiliser le produit. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Vous parlez de la manière dont ils doivent être utilisés. Je vous pose quels sont les effets. Quand vous êtes un professionnel que vous êtes, Monsanto est une multinationale, vous vendez des produits dont
pour ma part, et un certain nombre de scientifiques considèrent que ce sont des produits toxiques. Vous venez de dire qu'il y a un protocole à respecter pour l'utilisation, alors qu'au tout départ, vous avez expliqué que le glyphosate ne posait aucune difficulté, alors qu'il est la molécule principale du Roundup. Quels sont les effets? Vous devez le savoir. Vous êtes un professionnel, monsieur, vous devez savoir ce que vous vendez et quels sont les effets pour informer les utilisateurs. Vous n'avez pas répondu à ma question, donc j'aimerais que vous répondiez à ma question. Écoutez, s'il vous plaît. Quand on utilise mal un produit, on peut l'utiliser de toutes les manières possibles, je veux dire dans le négatif. Et je ne sais pas quelles sont toutes les manières de mal utiliser un produit. C'est là mon problème. Il est clair, par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Il y a des questions de dose qui sont très importantes. Il faut utiliser la bonne dose au bon moment. Il ne faut pas en utiliser trop. On comprend bien que si on utilise des doses excessives, eh bien, il peut y avoir, par exemple, des indésirables sur l'environnement, par exemple. Lesquels Lesquels Vous avez dit tout à l'heure que vous investissiez 1,7 milliard, 11% de votre chiffre d'affaires sur la recherche et développement. Donc je pense que vous êtes en capacité de savoir quels sont les effets, s'il vous plaît. Mais j'ai du mal à répondre à une question aussi générale, si vous voulez. C'est spécifique par rapport à un produit ou par rapport à un type d'utilisation. Si par exemple... Exemple Roundup. Est-ce qu'il y a un protocole à respecter? Oui, Sinon, quels sont les effets? Il y a des doses à respecter. Mais quels sont les effets sur l'environnement à respecter? J'ai parlé de pulvérisation tout à l'heure. Il faut bien régler son pulvérisateur. Il faut que le manipulateur, c'est-à-dire l'agriculteur, utilise des gants, une combinaison et tous les équipements pour se protéger lui-même. Tout ça pour un produit qui n'est pas nocif. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, parce que, encore une fois, les produits chimiques ne sont pas des produits anodins. Il faut les utiliser avec précaution. C'est comme des médicaments. Il faut les utiliser avec précaution. Un médicament, on ne sait pas quels sont les effets des médicaments quand ils sont mal utilisés. On ne le sait pas forcément. Par contre, on sait qu'il faut les utiliser selon des bonnes pratiques pour soigner les gens. Alors, sur l'effet environnemental, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Mauvaise utilisation de votre produit, quels sont les effets sur l'environnement? Eh bien, par exemple, si par exemple un pulvérisateur était mal réglé et faisait des aérosols, on pourrait trouver effectivement, et j'ai dit que ce n'était pas inconcevable du glyphosate dans l'air, on pouvait en trouver, et que ce n'est pas souhaitable, parce qu'il faut dire à l'agriculteur de bien régler son pulvérisateur. Et pourquoi ce n'est pas souhaitable de le retrouver dans l'air, le glyphosate? Parce qu'on n'a pas besoin comment dirais-je, le produit n'est pas fait pour être dans l'air. Mais c'est pas grave, il n'est pas cancérigène, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, non, j'ai rapporté qu'effectivement les comités d'experts disaient que le produit n'était pas cancérigène. Non, mais s'il n'est pas cancérigène, c'est pas un problème. Il peut avoir d'autres, mais il n'y a pas que le cancer. Il y a aussi d'autres effets. Le produit peut être irritant, par exemple. Il peut créer je ne sais pas moi, des choses sur la peau, s'il y en a trop ou s'il ne s'est pas appliqué, si c'est pas utilisé correctement. Donc c'est un produit qui a des effets sanitaires. Comme tous les produits chimiques et comme tous les produits naturels également qu'on utilise de mauvaise manière. Dans l'utilisation, du glyphosate par les agriculteurs avec le pulvérisateur, vous êtes, me semble-t-il, le seul, enfin en tous les cas le premier des personnes qu'on auditionne, qui expliquait que si le pulvérisateur est bien réglé, 100% du produit dans lequel on met évidemment de l'eau, etc., va sur les plantes, puisqu'on sait aujourd'hui qu'entre 20 et 40% est perdu, c'est-à-dire n'atteint pas la plante ou le sol. Donc voilà, c'est une première observation que je fais. Et puis, moi, j'avais prévu de vous demander quelles actions l'entreprise prenait-elle justement pour limiter l'effet polluant de ce produit, en tous les cas de vos produits. À vous écouter, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'effet polluant, donc est-ce que vous me le confirmez? Et puis, puisque j'ai écouté également à la fois les certificats, tout le process, et notamment vis-à-vis du personnel, mais j'ai surtout été attentif. Est-ce que vous mesurez la qualité de l'air sur vos sites, puisque pour certains, je pense que vos sites sont confinés, comme vous devez être attentif avec le plan poussière, j'imagine que forcément des mesures de qualité de l'air sont effectives. Est-ce que vos collaborateurs dans certains endroits, notamment sur les semences, travaillent ou non avec des masques? Et enfin, oui, c'était les trois questions que je voulais vous voir aborder, avoir des réponses tranchées, oui, non, parce que je pense que les questions sont suffisamment claires. Je voudrais repréciser un point.
quand je dis que, effectivement, un bon réglage du pulvérisateur, et ça associé avec les propriétés physico-chimiques de la matière active, et là on parle du glyphosate, peut permettre effectivement de faire parvenir l'essentiel de la matière active sur la plante. Et dans le cas présent, c'est un désherbant. Donc, effectivement, dans un champ, quand on a une mauvaise herbe, il peut y en avoir une ici, une un peu plus loin, et on comprend bien que ça tombe aussi sur le sol. Donc, ça, c'est inévitable. Donc, je pense que c'est ce qui explique le chiffre que vous venez de mentionner. Non, mais je ne vais pas... Effectivement, c'est pour ça qu'il y a des recommandations particulières. On doit traiter en absence de vent ou de vent trop important pour éviter justement qu'il y ait un déport du produit. Et effectivement, il y a trois processus qui peuvent permettre d'avoir un produit phytosanitaire dans l'atmosphère. Il y a la dérive, c'est quand il y a un coup de vent inapproprié, par exemple. Il y a une autre chose qui est la volatilisation, ça c'est lié à la propriété physico-chimique de la matière active. Et puis il y a un autre élément qui est les particules. Quand on a du sol qui est érodé avec le vent, on peut avoir des particules qui vont dans l'atmosphère et à ce moment-là, on peut avoir du produit. Mais j'ai bien dit que dans ces domaines-là, on n'est jamais en termes de 100%. J'ai bien dit qu'on peut effectivement avoir une présence de produits phytosanitaires dans l'atmosphère et une présence de glyphosate. Vous avez pas... On ne peut pas indiquer le contraire. Voilà, soyons brefs, mais vous n'avez pas toujours dit ça, y compris dans le moins d'une heure que nous avons passé ensemble. Mais c'est pas... On peut s'adapter à la réponse. Je me suis mal exprimé. J'ai dit au départ que... Enfin bon, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà. Je souhaiterais dire quand même que, évidemment, quand il y a aussi la question de la mesure de la présence des produits phytosanitaires dans l'atmosphère. On comprend bien que quand on est derrière un pulvérisateur ou à proximité, il y a des chances de détecter le produit phytosanitaire et le glyphosate. Si on revient 3 jours après, il y a beaucoup moins de chances. C'est ça que je voulais dire simplement, et que les questions de protocole et de mesure sont extrêmement importantes. Et c'est un petit peu ça d'ailleurs qui est discuté par rapport à l'étude américaine où on trouve effectivement des présences importantes de glyphosate. Deux questions, l'effet polluant, donc il n'y a pas de... Alors les effets polluants, de manière générale, il y a une chose qui est regardée de très près dans le dossier du glyphosate par les autorités compétentes, c'est par rapport à l'eau, la présence dans l'eau, et en particulier dans les eaux de surface. Et c'est la raison pour laquelle on comprend que quand le produit est pulvérisé sur un champ, par exemple, quand il y a de l'érosion du sol ou quand il y a un déplacement de la pulvérisation, il peut y avoir le produit peut aller jusque dans les eaux de surface, le ruisseau voisin ou la rivière voisine. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, l'essentiel de notre travail ici, c'est de recommander les bonnes pratiques d'utilisation. Et en particulier en France... Non mais attendez, parce que le temps tourne, donc il y a un risque de pollution. Oui. Voilà, d'accord, parfait. Sur je dirais la mesure de la qualité de l'air sur les sites, donc je peux vous répondre éventuellement le taux de maladie, voilà. Il y a peut-être moins qu'ailleurs. Hein, donc. Alors, sur ce point, je vous expliquais que le process est... S'il vous plaît. Je vous expliquais que le process était assez simple, qu'il était sec, qu'il était confiné, qu'il était sous aspiration. Ceci étant dit, nos opérateurs et l'ensemble du personnel qui travaille dans les usines sont équipés d'équipements de protection individuelle, casques, lunettes, chaussures de sécurité et dans certains cas masques pour les opérations par exemple de nettoyage puisqu'ils peuvent soulever de la poussière et être dans des environnements poussiéreux. Donc dans ces cas-là, le masque est porté par les opérateurs. Par rapport aux mesures... Je vous rassure, ça ne me choque pas. Hein, dans l'agroalimentaire, on est souvent habillé, couvert, masque. Donc n'y voyez pas de... Non, mais... On a besoin d'être clair. Très bien. Donc je vous réponds de façon très claire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, l'ensemble des personnes qui travaillent sur le site sont équipées de chaussures, de casques, de lunettes et dans certaines conditions de masques pour se protéger de la poussière. Pour ce qui est de la mesure de la poussière dans l'air, nous faisons de façon périodique des campagnes de mesure de la poussière dans l'atmosphère à l'intérieur de l'usine pour s'assurer que les opérateurs ne sont pas exposés à des niveaux de poussière trop importants. Pardon, poussière, enfin, j'ai pas dit poussière, moi je dis qualité de l'air. Ça va un peu plus loin. Oui. Hein, d'accord. Alors, nous mesurons la poussière et avec la poussière, les produits pouvant être contenus dans cette poussière.
Et pendant certaines périodes de l'année, comme la période de récolte particulièrement, où on reçoit un volume important de semences qui sont poussiéreuses, nous avons aussi des campagnes de piégeage des poussières à la périphérie de notre site pour s'assurer que ces poussières sont dans les seuils réglementaires et ne viennent pas polluer l'environnement avoisinant. Quel est le processus, alors pour le coup, comment vous piégez? Parce que tout à l'heure, les filtres à manche, je pense qu'on connaît assez bien, c'est utilisé. Là, vous piégez comment? Alors, les pièges à poussière, ce sont des boîtes qui sont positionnées donc à l'extérieur, aux limites de propriété, avec des systèmes comme une boîte de pétri, qui viennent recevoir ces poussières, qui ensuite sont pesées, identifiées et quantifiées. D'accord. Juste 2 dernières questions. Compte tenu du temps qui nous est contraint, je voudrais connaître votre chiffre d'affaires de Monsanto cette année en France. Et une question, est-ce que vous conseilleriez à une femme enceinte, à des enfants en bas âge, de rester présente pendant des épandages de Roundup pendant des périodes où les agriculteurs les utilisent et de continuer à vivre comme si de rien n'était et à continuer à déjeuner, par exemple, sur les terrasses alors qu'il y a des épandages de Roundup aux alentours? Est-ce que vous conseilleriez ça à des femmes enceintes et pour les enfants en bas âge? Non, je conseillerais à personne d'ailleurs d'être présent à proximité des chantiers d'épandage. Je crois que c'est la logique même. Et c'est la raison pour laquelle, dans bien des cas, il y a des distances qui sont ménagées pour... c'est ce que font certains agriculteurs aujourd'hui. Mais je ne le conseille à personne, non, bien sûr que non. Concernant le chiffre d'affaires, nous ne consolidons pas notre chiffre d'affaires en France. Par contre, je peux vous donner le chiffre d'affaires mondial qui est de l'ordre de 15 milliards de dollars en 2014. Mais nous avons une région qui est, dans notre jargon interne, qui recouvre l'Union européenne, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et cette région représente, pour votre information, de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires mondial. Et la France, bon, j'ai pas de chiffre de chiffre d'affaires à vous donner, mais bien entendu, la France est est un pays important, un pays agricole très important pour nous dans cette région Europe-Afrique. Merci. J'ai une toute petite question. Dans les semences que vous recevez de vos agriculteurs, trouvez-vous des traces de glyphosate, puisque d'une manière ou d'une autre, s'il y en a, vous le savez, puisqu'elles sont piégées soit à l'extérieur, vous venez de me le dire, soit ensuite à l'intérieur de vos bâtiments? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Votre question... Vous avez des agriculteurs oui, avec lesquels vous avez des contrats qui vous produisent des semences. Oui. Quand ils vous les livrent, on comprend bien, hein, ça fait de la poussière, enfin, etc. Ça, je connais. Il se trouve que je suis assez concerné, pas directement, mais notamment par un parent. Donc, dans les poussières qui sont piégées, donc, soit à l'extérieur, soit que vous mesurez à l'intérieur, est-ce que vous trouvez, pour ces semences qui vous sont apportées, des traces de glyphosate? Non, dans les mesures qu'on a fait, on n'a pas trouvé de traces de glyphosate dans ces semences. Est-ce que je peux rajouter un point là-dessus? Absolument. Comme le glyphosate est un désherbant systémique, il ne faut surtout pas l'appliquer sur les cultures à protéger, donc en particulier les cultures qui produisent les semences. Donc je dirais que la chance de trouver du glyphosate dans ces cultures-là est extrêmement faible, en supposant qu'elle existe. Non, mais elles peuvent être utilisées avant, c'est-à-dire avant que vous changiez votre assolement. Voilà. Donc il peut y avoir des traces. Dans tous les cas, ça sera extrêmement faible si ça devait arriver. Oui. La chose, si je peux juste rajouter un aspect technique, le glyphosate qui peut être appliqué avant le semis pour multiplier ses semences, c'est inactif au contact du sol. Donc une semence, un porte-graines qui va donner une plante, qui va ensuite porter des semences qui vont être récoltées 4 mois après, la probabilité qu'il reste une trace est vraiment très 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 faible. Donc c'est pour ça que dans les mesures que l'on a fait, on n'en a pas trouvé. Nous vous remercions de votre collaboration.